Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo Storytime qui est une histoire qui m'est revenue un petit peu en mémoire lorsque je vous avais tourné ma vidéo Je suis téléphonophobique, que je vous conseille vivement d'aller regarder avant celle-ci si vous ne l'avez pas déjà fait, de façon à mieux vous imprégner de l'univers de cette vidéo-ci. Le souvenir que je vais vous raconter est extrêmement rude pour moi. Je me suis briefée durant plusieurs jours à savoir est-ce que je partage vraiment cette vidéo ou est-ce que je m'abstiens de le faire. Puis finalement j'ai tranché et j'ai pris la décision de vous partager cette histoire, qui est une histoire qu'on peut rencontrer à tout âge dans n'importe quel lieu. Et parallèlement, moi ça me permet d'exorciser et d'évacuer ça de ma tête. Et je souligne aussi un détail qui a quand même son importance, c'est que cette histoire, tout comme toutes mes autres storytime, sont 100% réelles et authentiques. Aussi difficile à croire que ça puisse paraître. Donc tout a commencé à mon entrée au collège en 6ème. J'appartenais à un petit groupe de filles avec qui tout se passait très très bien. Et parmi ce groupe de copines, il y avait une personne en particulier qu'on va appeler Coco. C'était pas son nom complet, mais c'était son surnom. Coco. C'était une très très jolie black, super gentille, qui n'était pas ma meilleure amie, mais qui faisait tout de même partie de mes copines préférées dans le groupe. Elle et moi on s'était jamais vraiment disputé, mais alors la seule fois où c'est arrivé, c'est vraiment allé beaucoup trop loin. Surtout quand on est une jeune fille très impressionnable comme je l'étais à 10 ans et demi, 11 ans. Alors pour vous resituer grossièrement, dans la vidéo Je suis téléphonophobique, je vous avais expliqué que j'avais été témoin d'un vol qui avait effectué par une copine à moi, qui appartenait aussi elle-même à ce groupe, et que suite à une dispute au sein de notre groupe, les filles étaient allées nous dénoncer, vu que j'étais considérée comme une complice, à la CPE de ce vol. Alors la dispute elle est survenue de quoi? Je vous avais raconté que cette amie qui avait commis le vol avait tendance à beaucoup se pavaner de tout ce qu'elle avait piqué aux uns aux autres. Et le problème c'est que cette fameuse Coco a commencé à prendre un peu la confiance et à se dire, vu qu'elle est capable de voler partout et tout le monde, je vais commencer à lui faire une petite liste de tout ce que j'aimerais qu'elle vole pour moi. Donc comme j'étais considérée comme complice, bien que je n'avais jamais rien volé à personne, la Coco a demandé à la fille qui volait les personnes de la classe et à moi. Du coup la réponse elle a été simple, nette et précise, ça a été non. Mais comme elle a été vexée qu'on lui dise non, qu'est-ce qu'elle a fait elle en échange? Par pure vengeance, elle est partie rassembler le reste des filles du groupe. Elle leur a monté la tête, je ne sais pas en leur disant quoi, je ne sais pas de quelle manière non plus. Et c'est comme ça qu'elles sont allées nous dénoncer à la CPE. Elle était extrêmement remontée contre la personne qui commettait les vols, mais puisqu'elle me considérait comme une complice, elle aussi, à ses yeux, je l'étais aussi. Et du fait que je lui dise non, elle le prenait 2 fois plus mal. Et à cette époque, je venais de devenir grande sœur pour la toute première fois de ma vie. Mon petit frère, il était né en cours d'année, il n'avait vraiment que quelques mois. Mes parents, ils avaient quand même mis 10 ans à fabriquer cet enfant, à cause de problèmes de fertilité divers et variés. Et ce bébé, c'était un symbole assez fort au sein de notre famille. Mais comme Coco, elle était vexée comme un pou, terriblement frustrée, elle était déterminée à se lancer dans une vendetta coriace et du coup elle avait confié à une des filles de notre groupe un secret qui est parti complètement en live. Elle a répété à une de nos copines, Kelly, je vais vraiment la faire souffrir, elle et sa famille, je vais tuer son petit frère en lui lançant un sort pour qu'il ne puisse plus avaler une goutte d'eau et qu'il meure totalement desséché. Et bien qu'il y avait une scission entre nous deux et le reste du groupe, et ben la fille à qui Coco avait répété ce secret est tout de même venue m'en parler. Et elle m'a répété mot pour mot ce que Coco lui avait confié, peut-être la veille, je me rappelle plus. Donc là je vous dégrossis vraiment l'histoire, hein, parce que bon, il y a des détails, il y en a. Et ben la réaction que j'ai eue, elle était simple, je suis devenue hystérique. Surtout que Coco, elle avait un profil déjà particulier que je connaissais très bien, elle nous disait assez souvent qu'elle détestait les animaux, que si elle avait l'occasion de le faire, vous avez compris ce qu'elle pourrait leur faire. Voilà, donc on savait qu'elle avait un côté obscur et du fait de savoir ça déjà, moi j'étais tout de même assez perturbée. Et puis à 10 ans et demi, 11 ans, c'est vrai que moi je croyais beaucoup à la magie noire, au sort, à la possession, au vaudou. Et j'étais intimement persuadée qu'elle serait capable de faire quelque chose sur mon petit frère. Alors moi, à l'époque, quand je rentrais de l'école, j'allais directement chez ma mémé et ma mémé gardait aussi mon petit frère. Et je me souviens que la première chose que j'ai faite en arrivant chez ma mémé, ça a été de lui demander si mon petit frère il avait bu durant la journée. Alors elle me disait que oui, mais malgré qu'elle m'ait dit oui, moi j'avais besoin de le voir de mes yeux. Donc je lui porte le biberon à la bouche ou je donne le biberon à ma mémé, enfin bref, je sais plus. On essaye de faire boire mon petit frère et là, vous savez comment ils font les bébés, ils boudent de la tétine. Et quand je l'ai vu faire ça, j'ai commencé à rentrer dans une grande panique, je pense. Et je disais, il faut qu'il boive, il doit boire, il faut que tu arrives à le faire boire. Donc à ce moment-là, ma grand-mère, elle a vu que j'avais un comportement totalement étrange. Elle m'a demandé pourquoi, qu'est-ce qui me prenait tout simplement. Et comme nous, on n'a pas vraiment de secret dans la famille, je lui ai tout raconté d'une traite. On en a ensuite parlé à mes parents avec ma grand-mère et là,
mes parents ils sont devenus dingues, enfin, surtout ma mère, qui elle n'a pas hésité à se rendre directement au collège pour attraper la fameuse Coco et l'intimider de dingue. Donc je me rappelle, c'était à l'entrée du collège, elle lui a passé un savon devant tout le monde. Et devant ma mère, Coco faisait un peu moins la maline, sauf que, comme elle avait été vexée une nouvelle fois du fait que ma mère soit venue lui parler, elle était rentrée chez elle en proposant à la fameuse copine qui m'avait répété le secret de Coco, elle lui a proposé de la ramener, enfin de rentrer avec elle chez elle. Et le lendemain, cette même fille qui m'avait raconté tout le secret de Coco, qui, on peut dire, était en fait une taupe, ouais, m'a dit que Coco était vraiment très énervée contre ma mère et contre moi, et que dans sa chambre, elle avait tout un attirail de bougies, de poudre, de pierres, et qu'elle avait sorti le tout sous ses yeux à cette amie-là, en disant qu'elle allait vraiment faire un rite pour tuer mon petit frère. Donc ça faisait quand même déjà 2 fois qu'elle menaçait de s'en prendre à un bébé, de lui souhaiter la mort, de même... Admettons que, bon, ça n'existe pas et tout ça. Elle est convaincue, elle croit en ce qu'elle dit, elle croit en ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle a parfaitement conscience de sa volonté de commettre un homicide. Vous voyez ce que je veux dire? Même si matériellement parlant, tout ça, c'est pas possible à travers un rite, imaginons, la volonté, elle était quand même là. C'est l'intention, quoi, finalement, qui est assez dangereuse et qui est relativement grave. Donc forcément, quand l'ami en question est revenu me rapporter ce nouveau fait, je l'ai répété à ma mère, qui cette fois-ci a pris rendez-vous avec le directeur ou la directrice, je sais plus ce qui dirigeait le collège à l'époque. Et elle lui a expliqué de manière assez ferme et virulente, encore une fois, ce qui se passait avec Coco. Et ma mère, elle est, je pense, comme la plupart des mères, tu touches à ses enfants, c'est juste impensable. Et ça la fait sortir de ses gonds. C'est très difficile de se contrôler quand il s'agit des enfants. Et j'étais présente, moi, dans le bureau avec ma mère, et c'est à ce moment-là, précisément, avec le recul de toutes ces années, que j'applaudis l'école à deux mains, puisque le directeur ou la directrice ne faisait que sourire, nous regarder, vous savez, d'un air... Voilà, vous voyez tout ça. Il avait une attitude corporelle qui décrédibilisait complètement ma mère et moi-même. Il ou elle nous disait toujours avec ce petit sourire en coin qu'il fallait pas prendre trop ça à cœur, que ça n'existait pas, qu'il fallait simplement arrêter de se parler, voilà. Mais vous savez, de manière très cool, très zen. Alors que selon moi, quand même, il y aurait pu et dû avoir une sanction, ne serait-ce que pour avoir provoqué un état de terreur envers un autre élève et de manière répétée, ou encore plus simple, convoquer simplement les parents de Coco pour leur expliquer le genre d'intention et de menaces que leur fille pratiquait sur d'autres élèves, ou tout simplement, encore plus simple que simple, montrer un tout petit peu d'empathie envers ma mère et moi-même qui étions toutes les deux très perturbées quand même. Donc l'histoire elle se conclut à peu près comme ça, hein, c'est-à-dire que suite au rendez-vous, ma mère m'a formellement interdit de reparler avec Coco et bête et disciplinée, moi c'est ce que j'ai fait. Il me restait que quelques mois ensuite avant la fin de l'année scolaire et suite à cette affaire et à l'affaire du vol, mes parents ont décidé de me changer de collège. Donc voilà, la story time s'arrête comme ça parce que ça c'est un souvenir qui est vraiment assez lointain. Je me rappelle moyennement de tous les à côté. La seule chose dont je me rappelle avec beaucoup de détails, c'est vraiment le côté menace et la peur surtout que ça a mis dans le cœur de ma mère, mon père, enfin mon père moins, mais ma grand-mère, ma mère et surtout moi. Donc moi j'aime bien qu'on en tire un petit peu des leçons des story time, je veux pas raconter des histoires assez dures comme ça pour rien. Moi la moralité que je pourrais tenir de cette histoire, c'est déjà ne vous laissez jamais intimider. Dès que vous remarquez qu'il y a quelqu'un qui a tendance à vouloir vous terroriser, parlez-en. Franchement, même si vous appartenez à une famille où le dialogue n'existe que très peu, il faut en parler. Et si c'est pas à la famille même, parlez-en à quelqu'un de confiance. Ensuite, une autre réalité qui est dramatique, c'est qu'au sein des établissements, il n'y a pas toujours une oreille très attentive. Donc à ce moment-là, la personne envers qui vous pourrez aller discuter, c'est un psychologue scolaire si jamais vous avez la chance d'en avoir un dans votre établissement, ou bien même tout simplement à une infirmière. Parce que ce sont des gens qui sont liés finalement à la santé. Et ces personnes-là pourront vous représenter auprès d'une personne plus haut placée dans l'établissement et pourra vous donner un peu plus de crédit. Après, de là à dire la magie ça existe pas, ça c'est propre à chacun. Moi je pense... Je peux pas dire la magie existe. Par contre, ce en quoi je crois, c'est que les intentions bonnes ou mauvaises des gens peuvent avoir effectivement un impact
sur nous tout autour. Et si vous le pouvez, vraiment, que vos parents sont d'accord ou que vous arrivez à les convaincre, si vraiment vous sentez qu'au sein d'un établissement ça commence à avoir une influence sur vos résultats scolaires, sur votre concentration, sur votre bien-être, il faut vraiment réussir voilà, à convaincre vos parents de vous changer d'établissement. Je sais encore une fois que beaucoup le refusent pour des raisons X ou Y, mais quand il y a des problèmes à l'école, il faut vraiment essayer de déployer toutes les possibilités qui s'offrent à vous, c'est-à-dire en parler à la famille, en parler directement au collège, au lycée, où vous voulez, en parler à des amis, en parler vraiment un max. Et essayez d'explorer toutes les pistes qui pourraient vous sortir de ce cauchemar que vous êtes en train de vivre. Parce que encaisser, ça va un moment, mais quand il s'agit juste d'un élève, ça va. Mais quand après ça commence à devenir un effet boule de neige et que trop d'élèves en fait sont concernés, on peut pas tout gérer malheureusement. On est que des êtres humains, on peut pas tout gérer. Et en plus on est jeune la plupart du temps quand on subit ce genre de torture psychologique et parfois même physique. Ce qui fait que ça nous rend encore plus vulnérables. Je vous laisse réagir en espace commentaire si vous avez une anecdote vous aussi à nous raconter qui pourrait ressembler à la mienne, des menaces, une intimidation particulière que vous avez subie lorsque vous étiez à l'école. Ça peut être intéressant de se soutenir les uns les autres. Je vous laisse également tous mes réseaux sociaux si vous voulez venir me suivre au quotidien. Et quant à moi, je vous embrasse très très fort et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.